Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons toujours de la République démocratique du Congo. Un rapport dénonce le train de vie des élites politiques. C'est un rapport rendu public cette semaine qui accable les frais exorbitants pour certains postes tenus par des hommes politiques et la grande différence qu'on voit entre leur salaire et le salaire des autres fonctionnaires d'État comme les enseignants, comme les militaires, comme les médecins. Quand les députés gagnent des milliers de dollars, ces derniers se retrouvent avec des centaines de dollars quand on fait la comparaison. Un rapport qui pourra rejeter un autre regard sur la gestion de la République démocratique du Congo, le niveau de vie des hommes politiques, le niveau de vie de la population. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Samir Ourosama. Vous avez Firme Tekoagou, excusez-moi. Firme, vous avez effectivement lu ce rapport, vous avez suivi tous les commentaires. Quel est votre regard que vous portez sur cette situation? Un pays dans lequel on sait que le niveau de vie n'est pas aussi ça comme dans la plupart des pays africains d'ailleurs, où l'élite politique semble largement au-dessus des autres fonctionnaires de l'État. Vous savez, je ne vais pas revenir sur le premier sujet, mais vous imaginez, nous parlons du même pays. Un pays dans lequel il y a la gabegie financière, où on peut payer chèrement un administrateur, un fonctionnaire, un député. Mais dans ce même pays, on manque d'une armée qui puisse peut-être protéger à un moment donné le pays ou une partie de ce pays-là. Tout ce que vous venez d'énumérer, on appelle ça la corruption en réalité. Parce qu'on parle un rapport qui parle de corruption, un rapport qui parle de gaspillage. Il y a tout ça. Je préfère plutôt cela. Oui, un rapport qui parle de... l'alliance en tout cas avec la corruption. Oui, un rapport qui parle de cupidité. Vous imaginez la cupidité. Mais en fait, tout a été mis en place pour que ceux-là qui servent le pays soient bien nantis et puissent bien peut-être travailler. C'est ça, il faut pas l'oublier. On met des structures en place pour permettre aux fonctionnaires, à ceux qui servent l'État d'une manière ou d'une autre, d'être bien lotis et pour bien travailler. Mais la deuxième chose, peut-être à laquelle on n'a pas pensé, c'est de mettre en place des structures qui puissent permettre aux autres couches, que vous soyez de l'administration ou pas, que vous soyez politique ou pas, que vous soyez gouvernant ou pas, que vous puissiez aussi être bien lotis, manger bien, vous permettre de vous assurer, de pouvoir vous assurer 3-4 repas par jour. C'est là où se pose fondamentalement le problème. Alors dans cette situation, quelle est la position du président Tshisekedi? Alors quand on parle du président Tshisekedi, on dit, il promet à chaque député, mais une voiture Jeep. Alors dans cette situation, en réalité, avant de parler de cela, vous devez peut-être brandir, peut-être une politique basé sur le social pour permettre à vos peuples ou à votre peuple de bien se sentir économiquement, socialement, de bien se permettre de bien vivre. Donc du moment où il n'y a pas ça, on va toujours vous accuser de peut-être d'homme occupé ou d'un président peut-être qui ne se soucie pas de son peuple ou d'être député qui ne se soucie pas de leur peuple. Vous imaginez un député congolais de la RDC bien sûr peut gagner jusqu'à 21 000 dollars. 21 000 dollars, lorsqu'on fait le calcul, ça peut aller jusqu'à... C'est par mois bien sûr. Ça fait un peu plus de 13 millions de francs CFA. Un peu plus de 13 millions de francs CFA. Oui, vous savez, moi j'ai toujours défendu les ministres. J'ai dit que les ministres en Afrique doivent être bien payés parce qu'en réalité, servir l'État, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas facile. Et aussi les députés. Pourquoi les députés doivent être bien payés? Ce n'est pas que je les défends en réalité. En réalité, tout le monde peut être député. Un cultivateur peut être député. Vous imaginez ma grand-mère qui n'a jamais été à l'école peut être députée. Mais elle a répondu à votre question. Pourquoi les députés? Oui, pourquoi? Parce qu'en réalité, peut-être je n'ai pas eu la chance d'avoir été à l'école, mais lorsque je deviens député, au moins que j'ai les moyens qui puissent me permettre d'avoir des assistants parlementaires. Obama que les gens applaudissent aujourd'hui, lorsqu'il était sénateur, il avait assez d'assistants parlementaires sur le plan économique, infrastructure, financier, tout ça. Ce sont eux qui l'ont formé en réalité. Alors, cet argent-là, peut-être une partie devrait être mise de côté pour pouvoir permettre à ces députés-là d'avoir des assistants parlementaires qui pourront peut-être les aider à mieux comprendre la notion législative, à leur expliquer le fonctionnement de l'État, domaine par domaine, et d'être beaucoup plus efficace. Mais la question est de savoir si ces députés dépensent ces sous-là pour avoir ces assistants parlementaires afin d'être beaucoup plus efficaces pour pouvoir servir le peuple. C'est là où se pose fondamentalement le problème. Sinon, moi, permettre à un député d'avoir un salaire peut-être mirobolant, mais si ce député est efficace, a mis en place toutes les structures qui puissent lui permettre d'être efficace, il n'y a pas de problème. Maintenant, permettre à un député de gagner 21 000 dollars, si
parallèlement, on permet, on permet à la basse classe ou à l'autre partie de la population ou du peuple de bien vivre aussi. Non, il n'y a pas de problème. Alors là, il faudrait juste travailler sur la politique de développement que peut-être conduit le président qui est au pouvoir. Sinon, il ne faut pas juste penser à aux députés leur permettre d'avoir des jeeps pour pouvoir vous défendre votre politique lorsque vous allez leur avoir envoyé vos projets de loi. Il faut aussi penser à son peuple. Merci beaucoup à vous, Firmet Kouabou. Je donne ici à nous ce rapport publié par le Congo n'est pas à vendre et un groupe panafricain de lutte contre la corruption dénonce le train de vie des députés ou des personnalités politiques de la République démocratique du Congo quand on fait la comparaison avec les autres fonctionnaires comme militaires, enseignants et autres qui sont sur le terrain et qui aussi contribuent à leur manière au développement du pays. Le niveau de vie ou les salaires n'est pas le même. Ils dénoncent également le manque d'investissement dans les secteurs porteurs de développement. Oui, Guillaume, vous savez, la RDC est l'un des pays les plus riches en termes de minéraux dans le monde. D'ailleurs, je vais parler du fer, je vais parler du coltan, je vais parler de l'or, plein de choses. Et donc, la RDC regorge, en tout cas, la majeure partie des ressources minières sur le plan mondial. Alors, voir les fonctionnaires de ce pays mener un train de vie assez luxueux en soi ne serait pas étonnant. Mais là où se pose le problème, c'est le déphasage avec la réalité des populations, des autres populations, malheureusement. Le déphasage avec le développement fondamental qui devra et faire rayonner en réalité le pays en fonction de ce que le pays possède. Malheureusement, c'est ce qui fait aujourd'hui, c'est ce qui fait tirer plutôt sur la sonnette d'alarme aujourd'hui pour dire il y a un problème. Il y a un sérieux problème en termes de gestion, en termes de répartition, voilà, de la richesse du pays. C'est vrai, le rapport a mis en exergue un certain nombre de choses et d'ailleurs, à la prise de fonction de la première ministre congolaise, je crois que la question a été posée et la première ministre a rappelé qu'il était donc important de revoir cette question avec beaucoup plus de sérieux. Et il s'est proposé d'ailleurs être celle-là qui devra s'occuper de la gestion publique. Je crois que c'est une manière pour elle peut-être de s'occuper beaucoup plus et de regarder beaucoup plus dans cette cagnotte de gestion. Malheureusement, si aujourd'hui la question persiste, le problème persiste, c'est que les gens sont habitués à cette façon de vivre qui fait que on n'arrive plus à penser à l'autre revers de la médaille, que malheureusement les défis aujourd'hui auxquels la République démocratique du Congo est confrontée sont plus énormes que de par le passé et il y a lieu peut-être de revoir cette façon de faire pour reconstruire le pays, mais malheureusement les politiques ne sont pas dirigées dans ce sens-là. C'est vrai, c'est une évidence aujourd'hui. Lorsqu'on parle de la République démocratique du Congo, excusez-moi, au lieu, je serais très malhonnête de me focaliser seul sur la RDC. Je veux aussi parler de nos différents États africains. Quelle vie de galère nos populations ne vivent pas. Mais quelle vie de luxe nos hommes politiques et nos gouvernements ne mènent pas. Malheureusement, ce n'est pas un propre de la République démocratique du Congo. C'est aussi le problème du Togo. C'est aussi le problème de la Côte d'Ivoire. C'est aussi le problème du Ghana. À l'exception de ces États qui aujourd'hui ont des militaires à leur présidence qui essaient de ramener la nationalisation de l'esprit patriotique sur place. Malheureusement, beaucoup de pays africains sont dans ce problème et les élites politiques ont une vie à part. Et ceux qui sont, comment dirais-je, des vaches à lait, des citoyens qu'on saigne, vivent toujours la misère et la galère. Et donc l'État de la République démocratique du Congo n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Si on prend l'échiquier continental, les pays africains malheureusement sont dans cette cagnotte-là. On crée une grande limite, une grande différence entre l'élite politique alors que c'est des gens. Qu'est-ce qu'ils vendent? Qu'est-ce que les politiques vendent pour être assez riches? Répondez-moi. Qu'est-ce qu'ils font pour être aussi si riches? Malheureusement, quand quelqu'un devient ministre aujourd'hui, ça veut dire qu'il devient millionnaire. Quelqu'un est député, automatiquement il est millionnaire. Qu'est-ce qu'il est en train de vendre? Sinon,
il est payé sur le contribuable, le budget du contribuable, il est payé par le fameux cultivateur qui est au tréfonds du pays. Mais malheureusement, ce cultivateur vit dans la misère, ses enfants dans la misère, toute sa génération dans la misère. Mais il travaille pour nourrir les gens à la colle cravatée, malheureusement. C'est ça la triste réalité de l'Afrique. Et donc, la République démocratique du Congo ne fait pas l'exception. On connaît ce pays par ce qu'on appelle la sapologie. Alors, qui parle de la sapologie parle du train de vie de ces gens-là. Certaines fois, ils n'ont pas grand-chose, mais c'est des gens qui influencent par leur apparence. Et au fond, maintenant, lorsqu'on parle de l'élite politique, il y a un sérieux problème. Aujourd'hui, c'est vrai, on peut fustiger la gouvernance de Tshisekedi, mais cela ne date pas à partir de Tshisekedi. C'est bien avant Tshisekedi. Maintenant, est-ce que les réelles mesures ont été prises véritablement pour rasseoir une autre gouvernance et faire en sorte que le train de vie soit réduit au niveau de ces gens? Ça a été promis à la reprise du pouvoir de Tshisekedi, mais malheureusement, rien n'a été respecté jusqu'à ce jour. Donc moi je dis, ce rapport met la lumière, passe non seulement sur l'État congolais, mais plutôt sur tous les pays de l'Afrique qui malheureusement pensent qu'en étant responsable ou alors homme politique, c'est qu'on devient de facto un millionnaire ou alors quelqu'un qui brasse de l'argent. Non, on est là pour servir, pas pour se servir. Malheureusement, beaucoup se servent au lieu de servir le peuple. C'est ça, c'est ce qui amène la triste réalité. Alors, Samirou Rossama, ce rapport du groupe Le Congo n'est pas à vendre, du réseau panafricain pour la lutte contre la corruption, fait état d'un grand déphasage entre le niveau de vie des acteurs politiques et aussi des autres acteurs de la vie politique et de la vie sociale et administrative de la République démocratique du Congo, au moment où certains sont dans des milliers de dollars le mois, d'autres sont à quelques centaines ou à environ 100 dollars le mois, et pourtant ils sont tous des acteurs du développement de la République démocratique du Congo. Le rapport pointe également du doigt le manque d'investissement nécessaire pour le développement de ce pays dont le sous-sol, on le sait tous, est très riche. Mais vous savez, vous l'avez si bien rappelé, le rôle de la société civile dans un pays, c'est d'être le contre-pouvoir, au fait. C'est de pouvoir attirer l'attention des gouvernants sur un certain nombre de manquements, sur un certain nombre de réalités qui, en réalité, créent des problèmes à la gouvernance donc, du pays. Donc, nuisent véritablement ou retardent donc le développement du pays. Et lorsque vous prenez le Congo, vous avez énormément d'organisations de la société civile qui font un travail énorme, dont vous les avez cités. La coalition Le Congo n'est pas à vendre, et puis le réseau panafricain de lutte contre la corruption. Ce n'est pas un travail facile au niveau de la RD Congo, parce que vous savez que certains acteurs de la société civile ont été appelés à un moment donné à prendre la route de l'exil, donc notamment donc le responsable donc d'un certain nombre d'organisations qui travaillent sur la question donc de la corruption. Et quand vous prenez l'intitulé donc du rapport, le train de vie des institutions en République démocratique du Congo, le pillage systématique des revenus par les élites politiques, je pense que c'est osé. Et en même temps, on peut saluer la liberté d'expression dans ce pays. Vous imaginez, sur le continent africain, dans un certain nombre de pays, vous sortez un rapport comme ça, avec un titre comme ça, dans les heures qui suivent, on a vite fait de vous prendre. Donc il faut saluer donc, en République démocratique du Congo la liberté d'expression, parce qu'en réalité, lorsqu'il y a une pluralité d'opinions, cela permet à renforcer la gouvernance donc, de l'État. Et quand vous prenez aujourd'hui la République démocratique du Congo, c'est quoi? La République démocratique du Congo, c'est le 163e au plan mondial, sur 180 pays, dans l'indice de perception de la corruption, rendu public donc en 2024 par l'indice par l'organisation de la société civile internationale, Transparency International. C'est-à-dire que c'est un pays très corrompu, très corrompu. C'est-à-dire que c'est un pays où la corruption est passé à l'étape endémique. C'est devenu un sport national, pour répéter un haut magistrat donc, de notre pays. La corruption est un sport national donc, au niveau donc, de la République démocratique du Congo. Et le rapport pointe du doigt le détournement massif des ressources naturelles par les élites donc, politiques congolaises. Parce qu'en réalité, quand on caricature, Monsieur Guillaume, prenons l'exemple, vous êtes père de famille, vous avez une femme, vous avez des enfants, et que dans la famille, vous avez un revenu. Donc,
au plan national, on parle de budget qui est prévu. Et il se fait que dans la famille, vous et votre femme, vous vous arrangez à vous attribuer une part importante du revenu donc de la famille. Tandis que les autres membres de la famille n'ont que leurs yeux pour pleurer, ils n'ont pas grand-chose pour survivre. Donc en réalité, un pays, c'est géré comme ça, comme une famille. Vous avez à la tête un père de famille qui est le chef de l'État, qui en réalité doit veiller à ce que les écarts sociaux soient réduits au minimum, que la redistribution des richesses nationales puisse se faire dans le respect de l'équité sociale. Et vous avez en RDC et dans la plupart de nos pays, même dans les pays dirigés par les militaires, vous avez une élite. Et comme l'a dit mon co-débatteur Fimet Ekouagbo, en réalité, lorsque vous êtes au service donc de l'État, on vous met dans des conditions optimales pour que vous soyez à l'abri donc des actes de corruption. Donc, on vous permet d'avoir ce dont vous avez besoin pour mettre en œuvre les missions, exécuter donc les tâches qui vous reviennent en tant que représentant de l'État. C'est ça qui se chiffre à plus de 21 000 Non, je dis en principe. Okay. Et dans la plupart des pays, c'est comme ça. Sauf que lorsque vous arrivez à la tête donc de ces départements ministériels, de ces institutions, puisque dans leur rapport, ils ont pointé du doigt le dépassement du budget par un certain nombre d'organisations, notamment un certain nombre d'institutions budgétivores, des institutions même qui ne servent pratiquement à rien. Et ils ont pointé de par exemple le Conseil économique et social, par exemple, et la présidence qui a vu son budget augmenter de façon alarmante véritablement au cours de ces dernières années. Les fonctionnaires donc de la présidence ont vu leur revenu augmenter depuis que le président Tshisekedi est venu au pouvoir. Le revenu des fonctionnaires de la présidence ont été augmentés de façon exagérée véritablement. Un certain nombre de départements ministériels également, ils dépassent le budget prévisionnel qui est prévu. Donc tout ça là pèse sur le budget national, ce qui fait qu'aujourd'hui le Congo vit au-dessus de ses moyens. Vous ne pouvez pas vivre au-dessus de moyens. Vous ne pouvez pas vivre au-dessus de ce que vous produisez. Parce qu'en réalité, quand vous prenez les richesses nationales, c'est quoi? C'est les impôts, c'est les revenus des sociétés nationales, c'est les revenus donc des ressources naturelles, tout ça là. Et aujourd'hui, on se rend compte que le Congo vit au-dessus de ses moyens. Merci beaucoup à vous, Samir. Alors, je m'en vais aborder un autre aspect de la question. Je viens à vous, puisqu'on n'a pas assez de temps, vous allez répondre directement à ma question. Est-ce que le timing choisi pour rendre public ce rapport ne pourrait pas peut-être produire des effets négatifs, parce qu'on sait que ce que dénonce ce rapport fait partie aussi de ce que dénonce actuellement l'AFC dans l'Est de la République démocratique du Congo, l'AFC M23, qui estime que le pays est mal géré par Tshisekedi et qu'il faut le faire partir, et que quand ils seront au pouvoir, ou quand ils reprendront le contrôle du moins d'une partie du pays, ils vont bien gérer le pays. Ils essayent déjà de gérer une partie de la RDC en installant des administrations locales dans le nord Kivu et dans le sud Kivu. Est-ce que ce rapport qui sort à ce moment ne risque pas trop de leur donner raison? Non, vous savez, la question, elle est pertinente, mais je pense que la réponse aussi va être tellement simple. En réalité, le rapport a un contenu intéressant, mais il faut remarquer qu'il y a une main politique derrière. En réalité, ce qu'ils disaient intéressant, mais aujourd'hui, ce qu'ils veulent, ce que les adversaires de Tshisekedi veulent, c'est quoi? C'est démontrer aux yeux du monde que Tshisekedi est en train de mal gérer le pays. Tshisekedi est en train de mal gérer le pays et qu'ils n'ont pas assez de ressources pour pouvoir protéger la population. Et aussi, cette histoire de M23 s'accentue. Donc, c'est parce que Tshisekedi peut-être fait preuve d'une certaine incapacité qu'on est en train de vivre ces situations. Si aujourd'hui on n'a pas une armée bien forte, on va dire peut-être qu'on n'a pas de moyens. Si peut-être on n'arrive pas à bien protéger la zone, on va dire que peut-être on n'a pas de moyens. Et voilà ces moyens dont on a véritablement besoin. Voilà les ressources qui existent. Voilà à quoi servent ces ressources. Donc, le thème, il est beaucoup plus politique. Donc, ça, c'est politique. Les gens veulent faire partie de Tshisekedi et n'oubliez pas Tshisekedi aussi, il veut briguer un autre mandat. Il y a tout ça là qui a
est en train d'entrer en jeu. Mais là, ce que je voudrais faire observer, si vous le permettez, Guillaume, vous savez, j'ai lu sur une plateforme aujourd'hui qu'au niveau du Burkina Faso, c'est-à-dire à l'avenir, on voudrait transformer les prisonniers en acteurs agricoles. C'est-à-dire vous êtes prisonnier, vous êtes détenu, maintenant vous allez travailler dans le secteur agricole. C'est-à-dire, on disait que c'est ce que l'Afrique faisait. Vous savez, au niveau de notre centre de recherche, nous maintenant, c'est cette position-là. Et on dit, il faut en réalité adapter nos tests à nos réalités. Quand vous voyez un peu ce qui se passe au niveau des pays occidentaux, Guillaume, quand vous voyez ce qui se passe au niveau des pays occidentaux, dans presque tous les pays, au niveau des budgets, on dit qu'il faut baisser la charge de l'État. C'est aussi par rapport à leur réalité. Ceux qui arrivent au pouvoir, les gouvernants, les ministres et tout ça là, bon, eux, ils ont déjà vécu un certain nombre de choses. Tu es ministre, tu n'as pas toute une grande famille qui dépend de toi. Donc, on se dit que peut-être le minimum qu'on puisse te donner, on te le donne. Et en contrepartie aussi, on met à ta disposition toutes les ressources dont tu auras besoin pour mener à bien ton travail. C'est par rapport à cette situation que peut-être ils n'ont pas une vie extraordinaire où on ne les paie pas chèrement. Aux États-Unis, on n'a pas trop ce problème. Mais quand vous voyez la France, la Finlande, les pays scandinaves, vous allez voir qu'en réalité, un ministre, il n'est pratiquement rien. Mais parallèlement, il a à sa disposition tout ce qui peut lui permettre de bien faire son travail. Et il n'a pas derrière lui toute une famille. Aujourd'hui aussi en Afrique, on veut copier cela, alors que ce n'est pas possible. Ici, quand vous êtes ministre, vous êtes député, tous les dimanches, vous avez une longue famille, amis, sympathisants dans votre maison. Parce qu'ils disent qu'en réalité, vous êtes devenu millionnaire, il faut que vous profitiez à la société. Donc en réalité, le fait de se faire payer chèrement n'est pas une mauvaise chose, mais c'est compte tenu de nos réalités là. Alors moi, je voudrais qu'en réalité, nos dirigeants ou nos futurs dirigeants arrivent à réfléchir à comment adapter tout ça là à nos réalités, ne pas seulement s'inspirer de ce qui se fait en France. Parce que par exemple, parce que eux, ils n'ont pas vécu, peut-être, il y a des gens qui n'ont pas vécu des enfances difficiles, ils ont des ressources, ils n'ont pas socialement des gens qui dépendent forcément de... Mais ici, un député, par exemple, celui-là dont on parle, il dit, il a 13 millions. À la fin du mois, peut-être, demandez-lui combien lui reste. Merci beaucoup à vous, Firmin Teko Agbo. Dieu donne sur nous, est-ce que le timing sorti le timing choisi plutôt pour publier un tel rapport ne pourrait pas produire des effets négatifs ou avoir un effet contre-productif quand on se dit que l'idée c'est de peut-être dénoncer ce qui ne va pas dans la société pour pousser à le corriger, puisque le rapport a fait aussi des recommandations pour améliorer la situation. Mais au regard de ce que dit l'AFC M23 dans l'Est de la République démocratique du Congo, est-ce que ce groupe ne pourrait pas s'en saisir pour étayer ses arguments? Non, mais écoutez, je m'apprêtais à interroger aussi le timing de cette publication, le timing de ce rapport. La République démocratique du Congo aujourd'hui qui fait face à cette crise où les détracteurs dénoncent la gestion du pays par les présents gestionnaires. Alors, un tel rapport qui se veut non taché d'une connotation politique qui vient enfoncer le clou donne raison, bien évidemment, à ceux qui avancent l'idée selon laquelle Tshisekedi et son entourage gèrent mal le pays. Mais, toutefois, je voulais souligner quelque chose. Que tous nos pays africains ont besoin d'une véritable refonte politique pour atteindre le développement. Une véritable refonte politique pour atteindre le développement. Nous avancions un certain nombre de choses tout à l'heure sur la vie des élites, ou alors les élites politiques. Nous ne parlons pas d'élites, mais des élites politiques, ça veut dire des autorités politiques, qui sont des vivapards, ou alors des gens qui n'ont, certaines personnes d'entre elles, n'ont aucune idée de la souffrance. Je m'amusais un jour à causer avec les enfants de quelqu'un. Il y a des gens qui n'ont aucune notion de ce qu'on appelle souffrance. Le mot souffrance en soi est défini dans le dictionnaire pour eux. Et donc, ils ne savent pas ce que c'est. Alors, face à de telles personnes, et pourtant, ce sont ces mêmes jeunes gens qui vont grandir, atteindre un niveau et qui vont redevenir encore ministres de demain. Et des gens qui ont pour carrière le ministre. Des gens qui sont de ministres à vie. Des gens qui sont, des dirigeants à de plusieurs postes à vie, malheureusement. Alors, dans de telles conditions, on ne peut jamais revenir à l'idée première qui est de développer et d'atteindre la distribution du bien public à toutes les couches sociales. Maintenant, revenant à la question. Oui. Je l'ai dit que c'est vrai que ça fait la contre-campagne du pouvoir Tshisekedi en ce moment. Mais qu'est-ce qui aurait pu
motivé la publication de ce rapport. Nous ne connaissons pas la périodicité de la publication du rapport de cette société civile, par exemple. Cependant, cela enfonce davantage et étale davantage les lacunes du pouvoir Tshisekedi en ce moment de crise où les M23 continuent de gagner du terrain. Est-ce que le timing est bien choisi pour produire un tel rapport? Ben écoutez Guillaume, lorsque vous parcourez un peu le rapport, les points qui ont été abordés par ceux qui ont produit ce document-là, c'est les revenus des élites et les fonctionnaires qui sont en déphasage véritablement. C'est le fonctionnement des institutions qui empêche d'investir, donc de développer le pays. Et en même temps, c'est le dépassement budgétaire systématique. Donc au niveau donc, de la présidence, un certain nombre de départements ministériels. Dites-moi, est-ce que vous connaissez un groupe rebelle, un groupe terroriste qui prend les armes, qui attaque un pays souverain, qui attaque un pays laïque, qui est un pays autonome? Est-ce que vous connaissez un groupe qui a pris des armes comme ça, qui a trouvé un autre argument que la mauvaise gestion? Est-ce que vous connaissez un groupe de soldats qui ont pris les armes, qui ont renversé un régime en place? Est-ce que vous connaissez d'autres arguments que la mauvaise gestion du pays? C'est devenu un discours et ça passe vite. Lorsque vous tenez un discours mais ici, comme ça... c'est pas la FC qui dit ça, hein? C'est la société civile qui fait un rapport. Mais en réalité, je demande si en réalité, qu'est-ce que le M23 revendique? Est-ce que vous savez comment le M23 a été créé en 2012? Le M23 est créé par les dissidents de l'armée congolaise à l'époque. Et à l'époque, vous avez vu l'armée congolaise avec l'appui donc des casques bleus de la MONUSCO. En 2013, ils ont vite fait de les anéantir. Et il a fallu que ces gens-là reprennent les armes parce qu'ils ont un soutien derrière. C'est pour vous dire qu'en réalité, tout ce dont le rapport évoque et les solutions qu'ils ont proposées dans ce rapport, qui est de fusionner certaines structures, de supprimer certains organismes et tout cela, ça ne date pas d'aujourd'hui, monsieur Guillaume. Ce ne sont pas des choses nouvelles. C'est des choses qu'on dit tout le temps. La mauvaise gouvernance, la corruption, la gabegie, le détournement. Alors répondez clairement à la question. Mais en réalité, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Ça peut être une récupération de l'opportunisme de ceux qui veulent utiliser l'arme pour atteindre leurs objectifs. Mais cela ne doit pas justifier à ce que ces gens-là, qui ont pris les armes parce qu'ils ont des objectifs derrière, de s'accaparer de l'est de la République démocratique du Congo et de pouvoir exploiter les ressources naturelles que Dieu Tout-Puissant a voulu leur faire don. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.